Si vous avez adoré Mr. Terrific dans le dernier film Superman, vous allez adorer ce comics. Mr. Terrific Year One, scénarisé par Letson avec au dessin de Landro et Galmon, est une nouvelle série qui est sortie en mai et qui revient sur les origines du personnage Mr. Terrific. Alors est-ce que cette réinvention moderne du personnage vaut le coup? C'est ce qu'on va voir ensemble d'abord dans une partie sans spoil, puis ensuite dans une partie spoil pour parler du cliffhanger du numéro 1 parce qu'il faut en parler. Partie sans spoil, Mr. Terrific numéro 1 Year One, du moins on est bien sur un récit, en fait vous savez les Year One, c'est cette gamme qui permet en fait de développer les origines des personnages. Ici on a une toute nouvelle équipe créative. Al Letson, le scénariste, est un scénariste montant. Il avait travaillé en 2017 sur DC New Talent, c'est là qu'il s'était fait repérer. C'est un journaliste mais aussi un poète. Donc il a un background assez particulier, même s'il écrit des comics depuis longtemps. De son côté, au dessin, pareil, on a Valentine Delandro, qui a été connu pour Beach Planet. Lui va s'occuper des flashbacks dans ce récit-là, qui fait en fait la majorité du récit Mr. Terrific. Et aussi, vous avez Edwin Garman, donc pareil, un jeune talent, qui lui s'occupera des introductions qui correspondent au présent, en fait, en lien avec DC Orlane. Donc une équipe afro-américaine de jeunes talents, on peut s'attendre qu'au meilleur pour Mr. Terrific. Alors est-ce que c'est le cas? Eh bien oui, ce premier épisode fonctionne très très bien et donne très envie de voir la suite. Ça prend en fait place directement après les événements de DC Orlane, que vous n'avez pas besoin d'avoir lu pour le coup. C'est assez bien fait parce que c'est surtout une excuse en fait pour que Michael Holt revienne sur ses origines et donc revienne sur ce qui l'a motivé à devenir Mr. Terrific. Donc pas besoin d'avoir lu DC Orlane, si vous ne l'avez pas lu, pas de problème. Ça vient vous raconter comment Michael Holt a donc décidé de devenir Mr. Terrific un jour, dans ce premier numéro. Vous allez le découvrir dès les premières pages. Il est complètement léthargique, il est pas bien, hein, il se lève à 12h30 tous les jours, il bosse plus, même s'il a beaucoup d'argent évidemment, parce que bon, c'est un génie qui avait construit sa propre entreprise euh, qui fonctionnait très bien jusqu'au jour où il a perdu sa femme et son enfant à naître. Et à partir de là, évidemment, il est tombé dans un gouffre duquel il n'est jamais sorti. On le retrouve 2 ans après la perte donc de sa femme et de son enfant, avec son meilleur ami qui vient en fait essayer de le remotiver, notamment par rapport à quelque chose qui s'est passé en ville, puisqu'une nouvelle entreprise dont j'ai évidemment oublié le nom, mais c'est pas très important, vient d'inventer un nouveau moteur. Et il s'avère qu'il y aurait des conséquences sur la population, dans le sens où il y aurait des effets secondaires, donc des maladies, ce genre de choses qui se propageraient. Légalement, évidemment, l'entreprise s'en sort très bien, et donc cette injustice, qui énerve beaucoup d'ailleurs le meilleur ami de Michael, va être au centre de ce récit-là. Donc c'est assez intéressant de voir justement si Michael Holt, qui est en lien direct avec ces injustices-là, va décider de faire quelque chose ou pas, étant donné l'état dans lequel on le trouve. Donc c'est un récit qui vient réinventer et moderniser surtout les origines de ce personnage-là. On garde ce qui avait déjà été fait en 97, mais on ajoute des éléments comme son meilleur ami. Il me semble qu'il était déjà là, je sais plus, mais en tout cas, l'affaire avec l'entreprise, qui est très intéressante puisque ça vient directement jouer sur son éthique et jouer sur ses choix et les conséquences de ses choix. Un premier épisode que j'ai trouvé très efficace dans son approche, vous pouvez le lire sans avoir rien lu d'autre auparavant, ça c'est pas un souci, mais il faut dire qu'il y a une narration que je trouve un peu particulière, c'est-à-dire que même si d'un côté vous avez 2 artistes, donc c'est dessiné à 4 mains, Galmon qui va se charger donc du présent. Cette période sur le présent, je trouve, sert un peu à rien, dans le sens où elle vient introduire évidemment tout ça dans la continuité, donc il y a un lien avec la continuité, mais je veux dire, le récit aurait très bien pu commencer directement avec la partie flashback, parce que c'est la majorité du récit, enfin c'est sur ça que ça se concentre. Donc avoir la place du présent dans les prochains numéros, je pense pas que ce soit hyper important, je pense que c'est plus une excuse pour mettre en avant justement tout ça, à moins que ça vienne conclure l'arc, je ne sais pas, honnêtement j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il y a de très bons éléments. Pour la partie graphique, c'est vraiment magnifique, on est à la fois sur un style qui va ressembler à du Paul Azaceta sur Outcast de Kirkman, on a aussi un style graphique qui va s'apparenter à ce qu'on a pu voir sur Gotham Central qui est derrière là, avec Michael Lark. J'aime beaucoup, c'est très efficace, c'est surtout un dessin mature qui colle parfaitement au récit, puisqu'on est vraiment sur un récit psychologique, sur un récit qui parle du deuil, qui parle de regret, qui parle de rédemption aussi. Et donc ça fonctionne parfaitement pour ce premier numéro-là. D'un point de vue scénaristique, j'ai quelques réserves, dans le sens où je trouve que ça va un peu vite en besogne sur certaines choses. Les dialogues sont super bien écrits, mais alors ça va un peu vite sur... en fait, il y a des choses qui vont être très importantes pour le cliffhanger,
qui aurait pu prendre plus de poids émotionnel et donc mieux embarquer le lecteur, du moins mieux m'embarquer moi personnellement, si les choses avaient été un peu plus lentes et un peu plus développées auparavant. Ça va très vite, mais au moins ça raconte des choses, donc voilà, ça reste bon. À voir si l'épisode 2 va aussi rester dans ce rythme-là qui est un peu effréné et qui, je trouve, du coup passe un peu à côté des émotions à cause du manque de développement de certaines choses, hein. Il faudrait s'attacher davantage au personnage, à son histoire, à son passé, afin de faire en sorte que les cliffhangers aient plus d'impact. Bref, c'est tout pour la partie sans spoil. Allez le lire si vous avez adoré Mr. Terrific dans le film Superman. En tout cas, c'est très très bon, et même si vous ne connaissez rien à Mr. Terrific, c'est justement fait pour ça. C'est une excellente entrée en matière pour redécouvrir les origines du personnage. Partie spoil, alors on va directement parler du cliffhanger, hein, donc la mort de son meilleur pote. Bon, je trouve que c'est un peu précipité. C'est bienvenu dans le sens où, évidemment, ça crée une page choc, on a envie de voir où le numéro 2 va reprendre et ce qui va donc advenir de Michael Holst. Mais je trouve que ça va un peu vite, parce qu'au final, son meilleur pote, on l'a vu 2 scènes, on n'a pas eu le temps de vraiment s'attacher à lui, il y a eu quelques dialogues un peu percutants, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, je pense que ça aurait été bénéfique pour le bouquin de vraiment découper cette histoire en 2 numéros, quitte à rajouter un numéro de plus, mais bon, je pense que d'ici vous voulez peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ce numéro aurait mérité d'avoir des scènes un peu rallongées, notamment des scènes de dialogue et d'échange entre Michael et son meilleur pote, pour vraiment pouvoir... enfin, je dis son meilleur pote, vous voyez, parce que j'ai oublié son nom, tellement qu'on le voit peu. Donc voilà, je pense que ça aurait mérité d'être découpé en 2 numéros pour vraiment pouvoir développer tout ça et avoir un poids émotionnel bien plus fort lorsque son meilleur pote meurt dans ses bras. Mais ça reste une fin qui est impactante puisque Michael se retrouve directement face aux conséquences de ses choix, puisqu'il avait refusé de venir les aider et au final, son meilleur pote est mort. Donc est-ce que c'est de sa faute? On sait pas trop, mais en tout cas, il est directement concerné par ce qui se passe en ville et l'affaire que son meilleur pote essayait d'arrêter en soi, hein. Il s'est introduit dans cette entreprise du coup la nuit pour récolter les informations. Il a perdu tous ses potes. Il avait l'air d'en avoir un peu rien à foutre d'avoir perdu les membres de son gang, ce que je trouve un peu étrange. Il s'est dit bon, je vais les sortir de tôle, c'est tout, hein. Mais voilà, alors que ils sont potentiellement morts parce qu'il y a eu quand même une explosion. J'ai trouvé ça un peu étrange. Mais sinon, ça reste assez efficace. Le lien donc entre cette entreprise et Michael est le suivant, et en fait il s'avère que Michael a vendu, après la mort de sa femme, ses différents brevets en fait, et ses inventions et son entreprise donc, à cette entreprise-là qui est en train d'utiliser sa propre invention pour faire des choses pas très très cool. Et ça permet aussi de mettre en avant une possible rédemption de Michael. Donc c'est-à-dire que Michael va devoir sûrement agir pour essayer de réparer ses torts, réparer ses mauvais choix et les conséquences que ça a pu causer sur la population. Donc voilà, comment va-t-il devenir Mr. Terrific? On le sait pas trop pour le moment, mais en tout cas, c'est une très bonne entrée en matière. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2, et pour aussi d'autres épisodes de la saga Absolute, notamment, qui est absolument géniale. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment en commentaire, c'est toujours intéressant de voir où vous en êtes. Merci pour votre temps, à très bientôt et bonne lecture à tous.